avec optowall.com. Téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dompter son réflexe, toujours dans le parc zoologique et botanique de Mulhouse, que je remercie encore une fois pour nous laisser filmer et tourner cet épisode dans ce cadre. Et donc dans cet épisode, on va parler de la focale et du capteur. Alors qu'est-ce que la focale? C'est simplement la distance que vous allez retrouver entre le foyer de votre image et le centre optique de votre lentille. Donc c'est exactement le même principe de fonctionnement qu'une loupe, par exemple, quand vous regardez quelque chose à la loupe. Donc vous avez un schéma juste ici, histoire de comprendre ça un peu plus facilement. Mais sur un appareil photo, c'est plus compliqué que ça malheureusement, parce qu'on a plusieurs lentilles dans un objectif qui vont venir traiter l'image. Donc on va vulgariser un peu la chose en parlant d'angle de vision. Simplement la plus petite focale sera, par exemple ici j'ai 18 mm, ce sera un angle de vision relativement large, alors que si on monte par exemple à 200 mm, donc plus cette valeur focale est élevée, plus l'angle de vision sera restreint, donc on aura en quelque sorte un zoom. Alors il faut également savoir que quand on a une valeur très petite, on a généralement ce qu'on appelle un effet de fisheye ou de distorsion qui va venir faire un effet un peu arrondi comme ça sur la photo. On pourra avoir également du vignettage, etc. Je vais vous en parler un petit peu encore par la suite. En tout cas, il existe trois types de focales à connaître qui sont vraiment des classes distinctes. Donc on a les premières qui sont les grands angles qui vont de 8 mm à 35 mm, sur lesquels on retrouvera généralement justement cet effet un petit peu fisheye distorsion. Ensuite, on va avoir les objectifs standards qui vont de 35 jusqu'à 70 mm à peu près. C'est toujours des valeurs approximatives, on ne peut pas être exact en parlant de ça. Mais en tout cas, ça, ce sera plus standard, donc utilisé pour tout ce qui est portrait, paysage, voilà, en gros, ça va être un petit peu pour ça. Et après, on va encore avoir les téléobjectifs, donc ça commence à 70 mm et ça va jusqu'à l'infini. Vous pouvez en trouver qui vont très très loin. Moi, le mien, c'est un 200 mm que j'ai ici, j'ai aussi un 300 mm. En tout cas, ce sera plus utilisé pour faire de la photographie, comme dit, à distance avec un gros zoom. Par exemple, la photographie d'animaux, toujours la photographie de paysage, ça on peut le faire un peu avec tous les objectifs, ça dépend juste du paysage qu'on veut prendre en photo. Voilà, vous avez les différentes classes de focales qu'il existe, et il faut savoir qu'il existe deux types d'objectifs cette fois-ci. Il existe les objectifs à focale variable, donc comme celui que j'ai ici, où on peut changer le zoom. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de changer d'objectif tout le temps, on va pouvoir zoomer comme on veut, simplement voilà, là, de 18 à 200 mm par exemple. On appelle ça un transstandard quand on peut aller du grand angle, donc là 18 mm, jusqu'à 200 mm, donc un téléobjectif. Quand on peut aller du grand angle au téléobjectif, ça s'appelle un objectif transstandard, vu que c'est voilà, ça passe, c'est vraiment un truc passe-partout. Par contre, le désavantage qu'on va retrouver avec les objectifs à focale variable, ça va être les effets un petit peu de distorsion. Alors là, je peux pas vous le montrer comme ça en exemple, donc ça on va bien le remarquer justement. Quand on va zoomer, on va avoir un effet de distorsion, un coup dans ce sens, un coup dans l'autre. Ça fait quelque chose de très bizarre si on prend pas, si on prend des photos assez précises avec des lignes qui sont très droites, on va tout de suite le remarquer, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est là que je vais vous parler des objectifs à focale fixe. Donc ici je l'ai pas, comme dit, j'ai celui à focale variable, le 18-200. Focale fixe, j'ai un 35 mm qui est dans mon sac actuellement, que j'ai déjà utilisé pour d'autres épisodes. C'est simplement, donc l'avantage déjà, c'est qu'on va pouvoir ouvrir beaucoup plus au niveau du diaphragme, parce qu'il faut savoir que pour un objectif à focale variable, quand je suis à 18 mm, je peux être à f sur 3.5 pardon, et à 200 mm à f sur 6.3, alors que sur un objectif à focale fixe, on n'a pas de zoom, donc on reste tout le temps à 35 mm pour le mien, on en a à 50 mm, etc. On va rester tout le temps à cette valeur focale. Par contre, la valeur du diaphragme, l'ouverture de l'appareil photo sera généralement beaucoup plus faible, donc on pourra être à f sur 1.8, ce qui est vraiment très sympa si on veut avoir de beaux flous derrière-plan. Ce qu'il y a aussi comme avantage, ce que je pourrais dire pour les objectifs à focale fixe, c'est justement ces effets de distorsion, de fisheye qu'on va beaucoup moins retrouver. C'est clair que si c'est un objectif focale fixe grand angle, on aura forcément cet effet fisheye, mais pour un 35 mm par exemple, si ici je suis à 18-200 et que je passe par 35 mm, donc là c'est à peu près à cette longueur, là c'est marqué juste ici, si ici je prends la photo, on aura un petit peu un effet de distorsion, peut-être un petit peu de vignettage, faudrait que je fasse le test, j'ai pas encore testé. Le vignettage, c'est simplement les coins des photos qui sont un petit peu assombris, donc tout autour. On n'aura pas ce genre de petits effets, ou en tout cas ils seront vraiment très réduits avec une focale fixe.
Une dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est le zoom. Avec une focale, on parle très rarement de zoom en réalité. Le zoom optique fois combien de fois on peut aller dans l'image. Donc si on prend par exemple l'exemple d'un 70-200, un objectif qui va de 70 mm à 200 mm, donc focale variable, on aura un zoom x3. Simplement, on va diviser la plus grande valeur, donc 200 mm divisé par 70 mm, la plus grande par la plus petite valeur focale, et on aura un zoom optique x3. Mais c'est exactement le même que si on prend par exemple un objectif 18-55. Si on fait 55 divisé par 18, on aura aussi à peu près un zoom x3, sauf que c'est pas très significatif justement parce que vous allez vous retrouver avec un zoom x3 mais qui va commencer à un grand angle, et d'un autre côté un zoom x3 mais qui va commencer déjà à un téléobjectif. Donc c'est pour ça qu'on parle très rarement de zoom à proprement parler, de zoom optique quand on parle d'objectif d'appareil photo, enfin d'appareil photo réflexe en tout cas. On va plutôt donner la valeur focale en millimètres, généralement ça parle beaucoup plus. Donc on va se retrouver ailleurs, on va changer un petit peu d'endroit histoire de parler à présent du capteur. On va donc maintenant parler du capteur qui est vraiment le cœur de l'appareil photo parce que c'est sur celui-ci que va se former l'image et c'est lui qui va nous permettre d'enregistrer l'image numériquement. C'est aussi lui qui va définir le nombre de mégapixels de notre appareil photo. Donc ça ne dépend pas de la taille à proprement parler du capteur mais simplement du nombre de mégapixels qu'il peut enregistrer. Et justement il existe plusieurs types de capteurs, il existe les CCD et les CMOS. Les CMOS on retrouve généralement plus sur les réflexes et les CCD plus sur les appareils compacts. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, nous ce qui nous intéresse c'est pas les types de capteurs mais les tailles de capteurs. Alors je vous le répète bien, c'est important de ne pas confondre, c'est pas parce qu'un capteur est plus grand qu'il y a plus de pixels dedans, c'est simplement le capteur peut être plus petit et pourtant emmagasiner 24 mégapixels contre un plus grand qui va en emmagasiner que 12. C'est juste pour être sûr voilà, que ça se soit bien clair. Donc en fait ce qui va changer pour la taille du capteur, ce qui est très important à connaître, une petite astuce, c'est qu'en réalité vous avez les focales qui sont écrites, donc je vous en ai parlé juste avant. Vous avez par exemple ici de 18 à 200 mm et ces focales sont en fait écrites pour un capteur qui est full frame. Donc un capteur full frame en fait c'est simplement les plus grands capteurs qu'il existe qui mesurent 24 par 36 mm. C'est les plus grands qu'on va retrouver généralement sur les réflexes professionnels. Ensuite on va avoir les capteurs APS-H, APS-C, 4 tiers, 1 sur 2,5 pouces ou enfin voilà, on en a vraiment beaucoup de tailles qu'il existe. Sur mon appareil généralement on retrouve beaucoup de APS-C sur les appareils de type amateur ou voire semi-professionnel. APS-C il y a plusieurs tailles de capteurs. Voilà, il y a différentes tailles qui varient très peu en fonction généralement des marques ou des modèles d'appareils photo. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on parle toujours d'un crop factor ou coefficient multiplicateur en français. Simplement parce qu'un capteur full frame, justement les focales qui sont écrites pour capteur full frame, c'est pas celle que vous allez avoir pour un plus petit capteur, car avec un capteur qui va être plus petit, justement vous avez le schéma, voilà, je vous affiche ça comme ça, ce sera beaucoup plus facile à comprendre. En fait ça va venir rogner l'image, ça va venir à l'intérieur de l'image et du coup vous allez vous retrouver avec un coefficient multiplicateur. Par exemple pour le APS-C, celui que j'ai, le capteur que j'ai, ça va être x 1,6. donc je vais prendre par exemple mon 35 mm, faire x 1,6 et on va se retrouver plus avec un 50-55 mm qu'avec en réalité un 35 mm justement. Donc même si c'est à la limite du full, pas du full frame pardon, si 35 mm c'est à la limite du grand angle comme je l'ai dit tout à l'heure, on va quand même se retrouver avec un standard justement grâce au capteur qui est plus petit. Donc ça a ses avantages et ses désavantages, mais c'est une astuce à connaître justement. Après ça veut pas dire que si vous avez par exemple un 14 mm et que vous le mettez sur un petit capteur, vous allez toujours avoir l'effet de distorsion et tout ça, ça va pas venir masquer ça, mais simplement c'est quelque chose à savoir. Voilà, si vous faites de la photo régulièrement et que vous voulez connaître exactement à quelle focale vous êtes, si vous êtes à 50 mm avec un full frame, vous allez être à 50 mm réellement. Si vous êtes à 50 mm avec une focale de 50 mm sur un objectif, sur un capteur qui va être par exemple APS-C, APS-H ou plus petit, et bien vous allez vous retrouver avec par exemple 75 mm et après ça monte, ça dépend vraiment de la taille du capteur. Donc ça c'était pour la petite astuce, c'est quand même très intéressant à savoir. Et après il y a un autre truc qui change en fonction du capteur. Si vous avez un plus grand capteur, en fait plus le capteur est grand, plus il emmagasine de lumière, donc moins il y aura besoin d'augmenter par exemple en ISO ou de trouver d'autres astuces histoire de pouvoir augmenter la luminosité qui va arriver sur le capteur. La dernière petite astuce par rapport à la focale et la vitesse de shoot, vous vous demandez parfois, vous vous dites à 1/50e, 1/60e de seconde, généralement on arrive à être stable. Je vais vous donner une astuce, si vous faites par exemple du téléobjectif ou que vous montez un petit peu en focale, il faut que votre valeur en seconde, en centième de seconde, corresponde à celle de la focale. Par exemple, donc c'est un peu bizarre dit comme ça, par exemple si je fais une photo à 200 mm, il faut que j'ai une vitesse d'au moins 1/200e de seconde pour être stable. Si je fais une photo à 80 mm pour la focale, il faudra
faudra que je sois à 1/80e de seconde pour être stable. Donc voilà, c'est juste quelque chose à connaître comme ça. Après, ça dépendra aussi si votre sujet est fixe, c'est une règle qui tient généralement la route, mais dès que votre sujet va être mobile, ce sera plus du tout pareil, il faudra vraiment monter. Et pareil, si on a un grand angle de 14 mm, on va pas se mettre à on va pas se mettre à 1/15e de seconde pour shooter, on va forcément bouger. Donc le mieux, voilà, c'est de penser cette valeur toujours un petit peu plus. Je vais mettre à 200 mm, on va voir, il faudra justement 1/200e de seconde, donc je vais augmenter en ISO. Voilà, je suis à 1/200e de seconde. Je vais prendre en photo par exemple les fleurs qui sont juste là-bas. Voilà, comme ceci. Et après, vous voyez peut-être, il y a une autre toute petite astuce que je fais. Quand vous respirez pendant que vous prenez une photo, vous allez trembler. Simplement, votre corps voilà, va un petit peu bouger très légèrement. Donc, ce qu'il faut faire quand vous prenez une photo et que votre vitesse est un peu plus basse, que vous n'avez rien à faire pour augmenter la luminosité, que vous êtes déjà au ISO maximum, que vous avez ouvert votre diaphragme au maximum, etc. Et bien, vous pouvez faire une dernière chose, c'est arrêter de respirer quelques secondes pendant que vous prenez la photo. Ça va améliorer la stabilité vraiment énormément, simplement. C'est quelque chose qui sert aussi, voilà, si on peut pas, comme dit, arriver à avoir plus de vitesse. Et on passe à la review de photos. Alors la première que j'ai choisie est une photo de Suricat prise à une focale de 200 mm, donc côté l'objectif. Et pour être assez stable, j'ai dû ouvrir le diaphragme au maximum, soit à f sur 6,3 et monter à 800 ISO afin d'obtenir une vitesse d'1/200e de seconde. Mais ici, même en arrêtant de respirer le temps de prendre la photo, on remarque un léger flou de bouger au niveau de la tête du Suricat que j'ai pu un peu atténuer en augmentant la netteté de la photo au post-traitement dont on parlera dans un prochain épisode. La deuxième est la photo d'un écureuil prise également à une focale de 200 mm, mais cette fois-ci pas de flou de bouger car je suis monté à 1600 ISO afin d'avoir une vitesse d'1/500e de seconde et de pouvoir anticiper un éventuel mouvement de l'écureuil parce que c'est une petite bête qui reste rarement immobile. Comme vous le voyez, la photo est penchée simplement car je trouve que ça donne un bel effet de mouvement et j'ai tout de même essayé de la redresser mais le résultat ne me convenait pas plus que ça. Je vous propose un dernier exemple pour parler un peu des capteurs. Admettons que cette photo a été prise avec un capteur full frame ou plein format. Voici les rectangles qui délimiteraient la photo en la rognant pour des plus petits capteurs. Bref, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu. Je sais que cet épisode, il n'y aura pas eu beaucoup d'exemples, mais c'était vraiment un emmagasinement, un enchaînement d'astuces que je voulais vous donner qui sont très importantes et qui vous serviront toujours par la suite. Donc voilà, comme dit, si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et partager cet épisode. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.